Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver pour l'émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, je reçois Gennady Rybakov, coordinateur national du projet Classe bilingue francophone au sein de l'Alliance française de Moldavie. Nouvelle rencontre donc depuis Chisinau, la capitale de la République de Moldavie. Vous vous serez rendu compte, chères auditrices, chers auditeurs, que nous tenons au Micro du Soir à recevoir souvent nos amis et voisins moldaves. D'autant que les ondes de RFI arrivent jusqu'à eux. Gennady Rybakov, bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. C'est avec grand plaisir. Alors avec vous, nous allons bien sûr parler de francophonie, d'enseignement, mais aussi et peut-être surtout de vous. Votre CV que vous m'avez gentiment envoyé pour cet échange est impressionnant. On y lit et on y sent chez vous un véritable amour de la langue française. Alors, première question, d'où vient-il cet amour de la langue française ? L'amour de la langue française, c'est un coup de foudre. Ça vient de l'école. Comme on le sait, les élèves d'habitude sympathisent une discipline, une matière scolaire, si le professeur lui plaît. Et donc, normalement, c'est grâce à ma professeure de français que j'ai commencé à aimer le français, après le pratiquer, à participer aux Olympiades qui étaient organisées à l'époque dans la région où je faisais mes études. Et après, j'ai embrassé les études supérieures, les langues étrangères. À partir de quel âge, excusez-moi, je vous coupe, à partir de quel âge vous avez commencé à apprendre le français ? Normalement, à l'époque, c'était à partir du niveau collège. D'accord. Donc, c'est à peu près 10 ou 11 ans, oui. Normalement, oui. D'accord. Ouais. Et après, j'ai fait des études en lettres, avec l'étude de 3 langues étrangères, français, anglais et espagnol. Et on a eu la chance d'étudier à l'époque 3 langues étrangères. Et j'ai embrassé finalement le métier d'enseignant. D'accord. Alors précisément, parlez-nous de l'Alliance française de Moldavie. Comment se porte-t-elle et quel est ce projet de classe bilingue francophone que vous coordonnez ? L'Alliance française de Moldavie, qui est située au cœur de la capitale, est le premier centre d'apprentissage de langues étrangères du pays, avec environ 3500 apprenants par an, mais également c'est le premier centre culturel étranger et un acteur clé de la francophonie au niveau national, avec 2 annexes dans les villes de Belz et Chiaul, donc dans le nord et dans le sud, et un centre de ressources à Tiraspol. Comment se porte-t-elle Tiraspol, donc capitale de la Transnistrie. Pardon, je suis encore. Voilà, Tiraspol, capitale de la région autonome de Transnistrie. Ouais, absolument. Comment se porte-t-elle malgré les difficultés qui sont liées au recul du français? La place du français à Moldavie, et pas seulement, en général dans l'espace roman, est en déclin démographique marqué à des contextes également économiques et sociaux très très compliqués, à la situation géopolitique régionale toujours incertaine. L'Alliance française de Moldavie poursuit son développement d'une manière remarquable d'ailleurs, et fait face à tous ces défis, mais c'est grâce à une équipe engagée et au partenariat que nous avons avec l'ambassade de France et autres opérateurs de la francophonie. Pour ce qui est du projet des classes bilingues francophones que je coordonne, donc c'est un dispositif éducatif national qui a été lancé en 1998, mais après il a passé par plusieurs étapes. Il a été relancé en 2021 en présence du ministre français des Affaires étrangères d'alors, Jean-Yves Le Drian. Et maintenant, ce dispositif se développe dans le cadre d'une gouvernance à plusieurs casquettes. Il y a une gouvernance politique, il y a un comité de pilotage opérationnel et un coordinateur du projet, donc à partir de 2021. Et les bénéficiaires de ce projet sont 7 établissements scolaires, dont 6 sont labellisés Label France Éducation. Ce sont des établissements répartis un peu partout dans la République, donc du nord au sud. Et il s'agit, dans ce cadre du projet, de l'enseignement du français de manière approfondie d'après des méthodes FLE qu'on utilise à l'international pour le DELF ou le DALF. Donc
on n'apprend pas le français d'après des manuels nationaux. Et c'est à partir de la première classe du niveau primaire jusqu'à la terminale du lycée. Et à partir du collège, les élèves étudient aussi les mathématiques en français. C'est la discipline non linguistique obligatoire au sein du projet, puisque c'est un projet ciblé sur les sciences dures. Et à partir il y a une année, dans le cadre de mon comité de pilotage politique, on a décidé d'alléger un tout petit peu le dispositif, donc de se concentrer sur une seule matière scientifique obligatoire, ce sont les mathématiques. Et on a aussi des professeurs de physique, biologie, chimie, mais on a laissé la liberté aux établissements scolaires en fonction de la ressource humaine dont ils disposent. Parce qu'on se heurte, comme un peu partout dans le monde, à une pénurie d'enseignants, et surtout quand il s'agit d'un professeur de discipline non linguistique. Là, ça signifie exercer un métier double. Et c'est pas facile à trouver vraiment un professeur en sciences qui puisse avoir aussi un niveau minimum de B1 de français pour qu'il puisse dispenser des cours. Qu'on comprenne bien, c'est un enseignement parallèle à l'enseignement je dirais, non pas officiel, mais à l'enseignement de base du collège. C'est-à-dire que vos élèves vont, après leur cours dans leur collège moldave, à l'Alliance française. Non ? Ah non, d'accord. Non, c'est pas au sein de l'Alliance, c'est un projet coordonné par l'Alliance française, puisqu'on c'est un projet dans les établissements scolaires publics. D'accord. Mais qui se déroule dans le cadre d'un partenariat solide. Donc c'est un projet soutenu par la France d'abord, à travers l'ambassade de France et l'Alliance française de Moldavie qui assure aussi la coordination. Et après c'est un projet soutenu par le ministère moldave de l'éducation et de la recherche. Donc tout est réglementé. Et nous avons aussi à nos côtés l'Agence universitaire de la francophonie qui a un bureau à Chisinau et l'Organisation internationale de la francophonie qui soutient aussi ce dispositif. Et en fonction de leurs moyens, chaque année, ils financent des actions au bénéfice des enseignants, surtout la formation, les stages en France, par des bourses, des expertises. Je comprends bien, Monsieur Rabakov. En fait, ma question c'était, en fait, l'Alliance française, c'est un enseignement parallèle aux cours que suivent les élèves moldaves dans leurs lycées respectifs. Oui, normalement, l'Alliance française propose des cours. Mais oui, en parallèle, s'ils veulent améliorer leur niveau de français, s'ils veulent, par exemple, obtenir un diplôme de DELF, oui, ce sont des activités parallèles. Là, c'est la coordination d'un projet au niveau national. Et après, c'est l'activité proprement dite de l'Alliance, avec un bureau de cours. Et donc, le financement vient, donc, comme vous l'avez mentionné, de la France et également des cours, je suppose. Les cours sont payants. Les cours sont payants, mais ils sont complètement différents de ce qui est classe bilingue francophone. Parce que pour les cours, c'est ouvert à tout le monde. Il y a des élèves des classes bilingues qui peuvent s'inscrire, bien sûr, mais d'habitude, ils s'inscrivent plutôt, pas pour des cours de français, mais pour les examens de DELF ou DALF. Donc, ils veulent obtenir ce diplôme. Mais pour le reste, c'est ouvert à tout le monde. Il y a des publics adultes, il y a des élèves, des jeunes d'autres établissements qui sont en dehors du dispositif bilingue. Alors, vous avez été lecteur de français, proviseur adjoint, enseignant-chercheur et souvent coordinateur de divers projets. Qu'est-ce que vous préférez ? C'est une question à laquelle il est difficile de répondre de manière tranchée. Justement parce que chacune de ces fonctions m'a apporté quelque chose de différent et de complémentaire. Être enseignant et lecteur de français m'a ancré dans la transmission de la langue et de la culture au plus près des apprenants. Mais les fonctions de chef de département, de proviseur adjoint m'ont donné une vision globale, comment fonctionne un établissement, par exemple, scolaire ou universitaire, mais également de ses enjeux humains, pédagogiques et organisationnels. Le travail d'enseignant-chercheur, ça nourrit la réflexion, l'innovation.
Tandis que les responsabilités de coordinateur de projet développent le sens du collectif, le travail d'équipe, de la stratégie, de l'action concrète, et ça donne beaucoup d'ouverture à l'international. Donc au fond, ce que je préfère, ce n'est pas une fonction ou bien un poste en particulier, mais cette mixité, si vous voulez, de mission et de responsabilité, parce qu'elle l'oblige à jongler de manière permanente entre des tâches multiples, parce qu'on est toujours ancré sur des tâches multiples, mais aussi à passer du terrain à la réflexion, de l'opérationnel au stratégique. C'est vrai que c'est exigeant, parfois c'est compliqué et même inconfortable, mais c'est précisément ce qui fait la richesse du métier. Et cette diversité empêche la routine, mais stimule l'apprentissage tout au long de la vie. Et c'est dans cet équilibre que je trouve le plus de sens et d'engagement professionnel. Oui, d'accord. Alors, toujours sur votre CV, je lis que de 2012 à 2018, vous avez été le vice-président de l'Union des traducteurs assermentés de Moldavie. En lisant ça, je me posais une question sur l'impact de l'intelligence artificielle sur ce métier de traducteur, d'un côté. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et concernant l'enseignement en général, comment vous l'appréhendez, cette intelligence artificielle ? Quelle est votre façon de l'utiliser ? L'intelligence artificielle a déjà transformé d'une certaine manière le métier de traducteur. Et il serait illusoire de le nier. Pour les traductions techniques, administratives, informatives, lorsque l'enjeu principal est la rapidité et qu'on n'a pas besoin d'une signature humaine ou bien d'un tampon officiel, l'intelligence artificielle remplace en effet en grande partie le travail. Mais en tant que traducteur moi-même, il m'arrive d'y recourir, notamment pour gagner du temps. Mais en revanche, il faut dire qu'une post-édition humaine est indispensable pour garantir la précision, la cohérence stylistique et surtout la responsabilité du travail final. À l'heure actuelle, quand même, l'intelligence artificielle ne peut pas remplacer les interprètes de conférences, en particulier dans des réunions de haut niveau, là où l'enjeu dépasse largement la simple transmission linguistique et implique beaucoup plus de compétences. De même que le traducteur littéraire reste irremplaçable. Parce qu'il y a de la création, de la sensibilité, la voix de l'auteur, qui ne se réduisent pas à une technicité ou bien à des algorithmes. Et qu'est-ce que vous dites Oui, pardon. Allez-y, non, continuez, excusez-moi. Ouais, j'ai voulu passer à l'enseignement. Oui. En ce qui concerne l'enseignement, je suis convaincu que les professeurs doivent s'adapter et accepter l'intelligence artificielle et même apprendre à l'utiliser intelligemment. Parce qu'elle peut considérablement faciliter leur travail. Et ça aide à préparer des cours vraiment intéressants, interactifs, un peu différents. Ça différencie du point de vue pédagogique. Et ça aide à accompagner de manière individualisée les élèves. L'enjeu, en fait, n'est pas de remplacer l'enseignant, mais de l'outiller. Donc, il est essentiel de savoir et de penser comment harmoniser le classique et le numérique, de garder bien sûr l'exigence intellectuelle, l'esprit critique et surtout la relation humaine, tout en intégrant des outils, mais bien sûr de manière raisonnée et éthique. Maintenant, quand un de vos étudiants doit préparer un essai, rédigé, là, comment vous faites pour vous assurer que ce qu'il produit n'est pas le produit d'une intelligence artificielle ? Il faut repenser, je pense, que les devoirs, même si on veut par exemple proposer un essai aux élèves, ça on peut le faire dans une salle de cours, là où les élèves n'ont pas accès à leur téléphone portable ou
tout ça. Sinon, il faut repenser peut-être au devoir, à penser à d'autres tâches, y compris revenir à la lecture, à la synthèse, à ce qui développe l'esprit critique et donner des tâches là qui, même si ça implique l'intelligence artificielle, mais ça implique aussi la réflexion personnelle. Je pense que, voilà, par exemple, si on propose quelque chose à lire comme devoir, il faut le faire de telle manière qu'après, lorsqu'on pose des questions, tout ça, on s'assure que on ne peut pas recourir à l'intelligence artificielle. Donc, il faut obligatoirement lire le livre ou bien tel ou tel chapitre. Puis vous le sentez, enfin, vous le voyez immédiatement, enfin, pour l'instant. Oui, absolument. Oui, absolument. Ouais. Pour vous, au-delà d'une langue, que représente la francophonie ? Pour moi, la francophonie est avant tout un cadre existentiel et professionnel. Elle dépasse largement la question linguistique. C'est un espace de culture au pluriel, valeurs, de dialogue, de partage. La langue française est un lien, mais aussi un levier qui mène à des rencontres, à la coopération, qui facilite la construction de partenariats durables entre différents établissements, pays, personnalités très différentes. Et je considère que la francophonie comme l'un des plus beaux projets de l'humanité, parce qu'elle repose sur une idée profondément humaniste, celle d'une diversité assumée mais organisée autour d'une langue commune qui n'efface pas les identités, qui n'efface pas d'autres langues, d'autres cultures, mais elle les met en relation. Elle favorise aussi l'éducation, la mobilité, la solidarité, la circulation des savoirs, tout en promouvant les valeurs universelles telles que la paix, la démocratie, le respect de l'autre, la tolérance et beaucoup d'autres. Iriez-vous jusqu'à dire que c'est un engagement politique ? Oui, d'une certaine manière, et je l'assume pleinement, parce que promouvoir une langue, ce n'est jamais un acte neutre, c'est aussi défendre une vision de la société, de l'éducation, du vivre ensemble. Ça s'inscrit dans une démarche de politique éducative et culturelle, notamment à travers le projet, ce dispositif des classes bilingues, par exemple, qui est des projets qui a une gouvernance aussi politique. Donc, les grandes décisions se prennent au niveau politique, au niveau des ministères. Donc, ces projets impliquent des choix stratégiques, des partenariats entre les États, entre les ministères, entre les acteurs locaux. Et à ce titre, l'engagement pour le français et le multilinguisme est aussi un engagement politique, mais citoyen aussi. Et est-ce que vous le communiquer ça aux potentiels apprenants, c'est-à-dire est-ce que vous leur dites, vous savez, apprendre le français, c'est pas simplement apprendre une langue, c'est ce que vous venez de dire. Oui, normalement, on le fait, et surtout quand on a, dans le cadre de ce dispositif des classes bilingues, nous assurons pendant toute l'année scolaire la présence française. Et là, les élèves le sentent bien, parce que nous avons aussi un projet nous recrutons des volontaires français en service civique. C'est un partenariat avec la Guilde, des jeunes qui ont fait des études dans différents domaines, mais qui sont plus proches de l'âge de nos élèves et qui viennent pour une année scolaire pour mettre en place des activités éducatives, mais surtout des activités qui sont ciblées sur le développement des compétences d'expression et de production orale. Et on les met en contact avec des Français natifs. Et après, le message qu'on essaie de transmettre à nos élèves, c'est vraiment leur dire que c'est un engagement politique, surtout dans le contexte de l'aspiration de la Moldavie à l'Union européenne, puisque l'intégration à l'Union européenne se fait aussi par la francophonie aussi. Alors, si vous le voulez bien, Gennady Rabakov, penchons-nous un petit peu maintenant sur votre pays et notamment la capitale de la République de Moldavie, Chisinau. Comment la décririez-vous ?
La République de Moldavie, comme vous le savez bien, est aujourd'hui résolument engagée sur la voie de l'intégration à l'Union européenne. C'est un choix stratégique, mais aussi un choix de valeur qui témoigne d'une aspiration profonde à la démocratie, à la stabilité, à la modernisation. Chisinau, la capitale, pour moi, est bien plus qu'une ville. Si vous voulez, c'est l'endroit où je me sens heureux. C'est le berceau de ma jeunesse, de mes études, de mes premières expériences professionnelles. Bien sûr, elle connaît des difficultés, comme beaucoup de villes en transition, mais elle conserve une authenticité, une chaleur humaine qui est difficile à expliquer et à décrire, et aussi une énergie particulière. Et malgré malgré ces imperfections, Chisinau reste à mes yeux l'un des endroits les plus beaux du monde parce qu'elle est infiniment liée, peut-être à mon parcours, à mon identité. Voilà. Vous en parlez très bien et je confirme, c'est une ville où j'ai eu la chance d'aller récemment et elle évolue très bien. En tout cas, le centre-ville est tout à fait adorable et plaisant et j'invite souvent mes amis roumains à y séjourner, ce que très peu ont fait. Ils sont allés un peu partout, sauf à Chisinau. Oui, c'est vrai, c'est plutôt les étrangers qui le disent, parce que nous, quand on est là tous les jours, peut-être on ne voit pas ce changement de la ville, mais là, quand il y a une rupture, on visite la ville et après, on la revisite après quelques années, on voit vraiment les changements. La région, comme vous l'avez dit, mentionnée, est soumise à de fortes pressions géopolitiques. On ne va pas les détailler. Avez-vous le sentiment que précisément face à ce contexte, avez-vous le sentiment que les mondes francophones et roumanophones font davantage corps récemment? L'une de vos collègues me confiait que la langue roumaine avait tendance à s'imposer davantage au sein même de la jeunesse moldave. Oui, clairement, on observe un rapprochement de plus en plus fort entre la République de Moldavie et la Roumanie. Ce rapprochement, elle a été depuis toujours, mais aussi entre la Moldavie et la France, dans de nombreux domaines, éducation, culture, coopération, sur plusieurs domaines, mobilité académique. La langue roumaine s'impose davantage auprès de la jeunesse moldave. Vous le vérifiez également. Comme langue de référence, oui, comme langue de référence identitaire et européenne, mais je contredirais ma collègue moldave, parce que paradoxalement, mais le russe, il est aussi de plus en plus présent en Moldavie, surtout avec l'arrivée des Ukrainiens à Moldavie, qui est leur langue de communication. Et même si la langue roumaine, même si elle s'impose auprès des jeunes, même si on a ce changement dans la constitution du pays, la qualité de la langue roumaine qui est parlée est un peu, c'est pas on n'a pas de qualité, ou bien il y a des problèmes. Là, il faut vraiment travailler justement sur la qualité de la langue roumaine qui est parlée en République de Moldavie, puisqu'elle continue à subir des influences étrangères, surtout des calques du russe. Et voilà. Ça, c'est important. Vous me faites penser à parfois des expériences que j'ai à Bucarest, ces jeunes qui parlent roumain et qui intègrent une phrase complète. Et en français, il y a énormément d'anglicismes, mais ce sont plutôt des mots ou 2-3 mots maximum. Mais là, je suis assez frappé de voir que comment dirais-je, c'est à la mode de parler roumain en incluant une phrase, deux phrases en anglais, et j'ai souvent envie de leur dire vous avez une langue magnifique, le roumain, essayons de la préserver. L'anglais, c'est aussi une langue superbe, mais il faut ce mélange, personnellement, je trouve que c'est un petit peu fâcheux, mais bon.
Oui, c'est vrai, il faut garder la richesse de notre langue parce que ça fait partie de notre Hmm. patrimoine, ça fait partie de notre identité. Et là, il faut conserver vraiment la beauté de la langue. Tout à fait. Et il y a un paradoxe que vous allez peut-être confirmer ou pas, c'est que les russophones ne sont pas nécessairement russophiles, ils peuvent être plutôt tournés vers l'ouest, et il y a des roumanophones en République de Moldavie qui sont plutôt russophiles et tournés vers Moscou. Hein. Il y a ce paradoxe-là en République Oui, de c'est vrai. Moldavie. Hmm. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Oui. Hmm. Là, je pense que il s'agit plutôt parce que là, les russophones qui s'orientent plutôt pour l'Union européenne, ils sont très pragmatiques. Hmm. Ils connaissent très bien, plutôt ce sont des russophones qui ont des affaires, qui ont du business et qui comprennent très bien que voilà, là, pour qu'ils puissent vraiment développer leurs affaires et qu'ils puissent être présents au niveau international, ça, il faut vraiment s'orienter sur tout ce qui est européen. Et ça dépend aussi de l'éducation dans leur famille, parce qu'on peut être romanophone, mais si on a vécu dans un cercle, dans un milieu où l'influence de la Russie a été propagée, c'est difficile à éradiquer ça. Ouais. Mais de façon majoritaire, quand même, vous diriez que les roumanophones, majoritairement, sont plutôt tournés vers l'ouest et les russophones plutôt vers l'est. On parle de minorité. Enfin, je veux dire, vous voyez ce que je veux dire. Une Oui, oui. majorité de russophones sera russophile, ou je me trompe? C'est pas évident. Ouais, ouais, c'est pas évident. Il y a des cas Hmm. un peu particuliers, mais oui. Parfois c'est difficile à dire, mais oui. Hmm. En tout cas, l'image d'ensemble qu'on a, c'est exactement ça. Hmm. Vous, quand vous parlez avec d'autres collègues moldaves, enfin peut-être pas des collègues, mais des collègues moldaves qui ne sont pas francophones, vous parlez quelle langue? En roumain ou en russe? En roman. Bah, En je roumain. maîtrise le russe, mais Ouais. j'essaie quand même, oui, Ouais, ouais. Ouais, de façon le générale. roumain, ouais. Hmm. Euh, Dernière question, Gennady Rabakov. Qu'est-ce que désormais vous désirez sur le plan professionnel? Bah, sur le plan professionnel, je souhaiterais poursuivre mon engagement dans le domaine de l'éducation. C'est le domaine où je me sens très très bien, de la promotion du français aussi de la francophonie, en contribuant à des projets qui ont un impact réel et durable sur les jeunes générations. Donc continuer à transmettre, à structurer, à innover reste pour moi une priorité. Mhm. Et pour votre pays? Bah pour mon pays, la Moldavie, je lui souhaite un avenir européen prospère, une vie en paix, en sécurité et dans la dignité, et de se débarrasser de cette influence et de cette propagande russe. Hmm. En parlant de ça, d'ailleurs, c'est un sujet qu'on n'a pas touché. Comment vous la ressentez, cette propagande russe? Bah, ça se ressent tous les jours et ça se fait d'une manière si intelligente le dernier temps que parfois, pour certaines personnes, même s'ils ont une formation derrière, c'est difficile à se rendre compte et à comprendre où est Le vrai du disons, faux. la frontière entre la vérité, oui, Hmm. oui, et ce qui est faux. Sur les réseaux sociaux, j'imagine. Oui, pas Principalement. seulement, mais oui, Pas seulement, mais ouais, principalement, ouais. ouais. Sinon, c'est parce que vous recevez je crois qu'en République de Moldavie, on peut recevoir des chaînes de télévision russes, non? Bah, il y a même plus de chaînes. C'est là le paradoxe aussi, parce que là, on est pays où la langue officielle du pays, c'est le roumain, mais on a plus de chaînes TV en langue russe qu'en langue roumaine. Ah bon, Tous les d'accord. portails médias sont en langue, en deux langues, Mhm. roumaine et russe. Voilà. Mhm. Donc D'accord. tout est doublé et la présence médiatique en langue russe, elle est plus forte que la présence médiatique en roumain. Mhm.
Et vous sentez qu'avec votre présidente Maya Sandu et un Premier ministre qui est tout à fait francophone, je crois qu'il a été aussi directeur de l'Alliance française, l'actuel Premier ministre. Président Pardon, de l'Alliance française. Oui. Est-ce que vous sentez qu'il y a une politique intelligente justement pour contrecarrer cette influence russe? Oui, il mène pas mal de démarches pour contrecarrer ça, campagne, y compris avec le soutien de l'Union européenne. C'est difficile, bien sûr, surtout avec tout ce qu'on a dans la région. Mais espérons-le que dans les prochaines années, on réussirait quand même à diminuer, puisqu'à éradiquer, ça sera difficile quand même. Il faut des années et des années parce qu'on sait que même la présence, l'influence russophone, elle est aussi au-delà du Prout en Roumanie, même si le russe n'est pas parlé dans les rues des villes roumaines, mais on a une influence russophone aussi en Europe, la russe plutôt, pas le russophone en Europe, partout. Et la désinformation, elle est partout. Et c'est une guerre de l'information aussi. Et précisons que ce n'est pas contre une langue en particulier, contre le russe, qu'aujourd'hui il faut se battre, mais contre la désinformation et surtout la propagande. Gennady Rybakov, merci infiniment d'avoir été avec nous à RFI, sur RFI Roumanie, et poursuivez votre travail. C'est important, en tout cas, toute l'équipe de RFI Roumanie vous soutient dans vos démarches. Merci beaucoup, Gennady Rybakov. Merci beaucoup à vous, merci beaucoup RFI. C'est entendu, je ferai passer le message. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est tout pour ce soir. Je vous souhaite un bon week-end, et si vous avez l'intention de partir quelque part à l'extérieur du pays, n'oubliez pas Chisinau. C'est vraiment une ville qui vaut le coup. Week-end Blackout. Au revoir.